créons des lieux alternatifs où l'argent ne fait pas la loi, mais où les idées font la loi. Où le souci de justice, le souci de vérité, le souci d'échange, le souci d'information. En disant, faisons un travail de philosophe. Moi, je dis souvent qu'il y a chez Nietzsche deux mots importants. C'est le mot de généalogie et puis le mot de moraline. La moraline, c'est une espèce de substance qu'il invente. C'est la morale, mais pensée comme une toxine, d'une certaine manière. Il dit, il y a un moment donné où la moraline, c'est ça. C'est la morale de Mediapart. C'est ça, c'est le truc des curés. Et donc... et du PNL, vous connaissez le symptôme de la presse. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette petite interview avant votre rencontre. France-Olivier Gisbert et Michel Onfray, merci beaucoup d'être là. Vous êtes réunis ce soir au théâtre Turski à Marseille, tous les deux, sur le sujet du débat. Peut-on encore débattre aujourd'hui en France? Première question, avant d'aborder peut-être plus de précisions autour du débat. Qu'est-ce qui vous unit tous les deux et qu'est-ce qui vous oppose? Qui commence? Michel Onfray. Ce qui nous unit, c'est l'amour. Les valeurs, on a les mêmes valeurs en fait. Ouais, un peu en gros les mêmes valeurs. Ouais, moi, j'ai fait un Freud qui a été très attaqué en France. Et à cette époque-là, France avait fait un dossier honnête sur mon livre. Et je n'oublierai jamais qu'il a été là, présent. Et Franz est un homme libre, c'est ça qui est important. Ce qui nous rapproche, c'est la liberté. Il aime la liberté, Franz, j'aime la liberté, tous les deux. On n'aime pas toujours les mêmes libertés, mais c'est pas ça qui est très important, non. Ça s'appelle de l'amitié, ce qui nous réunit. Ce qui nous sépare, dans l'amitié, rien ne nous sépare de véritable. C'est-à-dire, oui, bien sûr, il y a des moments où on n'est pas d'accord sur des sujets, mais si l'amitié est sur là... Sur la politique, souvent, sur l'économie, mais bon... Sur l'euro, sur l'Europe, sur l'euro, etc. Les gens sont souvent frappés, parce qu'il nous arrive de faire pas mal de débats, et c'est vrai qu'ils sont souvent frappés qu'on s'entend très bien. Moi, j'adore Michel, je l'admire parce que je trouve qu'il fait des livres absolument formidables. Et on n'est pas du tout dans un rapport de discussion politique. C'est-à-dire, quand on débat, et c'est parfois un peu dur, un peu violent. Il est énervé. Moi, surtout, je suis un débatteur horrible parce que j'interromps, je parle tout le temps, etc. Et puis, en même temps, quand c'est fini, on s'adore et voilà, et rien n'est changé. C'est-à-dire, je pense que aussi, il faut savoir remettre les choses à leur place. Et c'est vrai qu'on peut ne pas être d'accord sur plein de choses et en même temps avoir les mêmes valeurs. Parce que moi, je partage les mêmes valeurs que Michel. Quand je lis ses livres de philo, je suis d'accord à 100%. Je veux dire, je me sens même complètement, tellement en adhésion. Parfois, je me dis, j'ai l'impression que c'est moi qui aurait aimé écrire ce livre. Hein. Le dernier livre, par exemple, qu'il a fait sur Henri David Thoreau, c'est une pure merveille. J'étais complètement... j'ai lu même des passages à haute voix parce que c'était juste magnifique et c'est ça qu'il fallait écrire sur Thoreau, le philosophe américain. Alors, quelles sont-elles ces valeurs, justement? Vas-y. Non, je disais, moi, tout à l'heure, la liberté. Oui, c'est très important, la liberté. Oui. Parce qu'effectivement, il y a les libertaires et les égalitaires. Et on n'est pas des égalitaires, Franz et moi. On aime l'égalité, évidemment. Mais les égalitaires sont des égalitaristes, c'est-à-dire font une religion d'égalité et estiment qu'une tête qui dépasse ou une tête qui est en dessous, il faut couper tout ça pour que tout le monde se ressemble. Au contraire, je pense que Franz et moi, on aime la diversité. On aime ce qui ne se ressemble pas, et c'est ça l'intérêt de la vie. Et donc ça nous réunit. Évidemment, le sens de l'amitié. C'est-à-dire que France ne m'oublie jamais, il me téléphone régulièrement, il vit à Paris ou à Marseille et moi en Normandie, et j'ai toujours bonheur à voir son nom arriver sur mon téléphone, parce que j'ai parfois peur de l'embêter. Il fait 1000 choses, France, puis il fait 1000 choses pour plein de gens, il pense passer à lui, parce qu'il fait des très beaux livres, et puis il pourrait s'occuper de ses romans, et puis non, il veut faire des choses parce qu'il est actif, il est dynamique, et je me dis, je ne vais pas non plus l'embêter en lui disant que je pense à lui. De temps en temps, je lui envoie un texto, un lien ou quelque chose comme ça. Un lien, oui, souvent, des liens, c'est marrant. Alors, d'être ici ce soir au Turski, justement, le théâtre qui résonne la liberté, justement, quelque part sur Marseille, quelle résonance cela pour vous? C'est plus pour France, parce que moi, France m'a dit, il faut venir, c'est un théâtre formidable, on va faire quelque chose. J'ai dit oui, allons-y, quoi. Et puis après, ça nous fera d'abord une occasion de nous retrouver tous les deux. Et puis après, c'est mon assistante qui met en place tout ça en disant on cale un jour, une date, un sujet, on trouve un sujet, c'est un peu comme ça que les choses se font. Il nous arrive de manière un peu rituelle de faire ça à Toulon. Ouais. Dans le Var, tous les ans, étés. au mois d'août. Ouais. Voilà. Et ça fonctionne un peu sur ce principe-là. C'est une conversation à laquelle on convie les gens qui viennent nous voir. C'est ça qui est toujours bien. C'est-à-dire que 30 secondes après, les gens qui sont dans le public ont l'impression qu'on débat tous ensemble. Puis après, il y a un débat avec le public. Et c'est là que France, qui a été gentil avec moi, devient méchant avec tel ou tel connard de souverainiste. Et de temps en temps, j'entends bien qu'il dit ça à quelqu'un en le regardant dans le blanc des yeux, mais que c'est pour moi que la chose est dite. Et
prendre la direction il y a quelques mois, enfin, il y a quelques mois, vous avez pris la direction de la Provence. Je ne suis pas tout seul, hein. Oui, mais vous Mais êtes... toute une équipe, oui, oui, bien oui. sûr, oui, je me doute que vous n'êtes pas tout seul, mais c'est quand même votre Heureusement. métier à Paris en tant que directeur. Ouais. Éditorial. Éditorial, bien entendu. Est-ce que, justement, pourquoi vous avez tenu de venir débattre dans ce théâtre au Tourski? Parce que je ne suis jamais venu au théâtre Tourski. Ouais. Je culpabilise beaucoup, d'ailleurs, depuis des années. C'est vrai que j'ai une façon un peu étrange de vivre à Marseille. Je vis beaucoup à Marseille. En 2014-2015, par exemple, j'avais fait le compte, j'étais plus à Marseille qu'à Paris. Et j'ai failli d'ailleurs me faire fiscalement, je me suis dit peut-être que j'aurais intérêt à être à Marseille, parce que c'est absurde, ma résidence principale, c'est devenu Marseille. Et puis l'année suivante, c'est l'année électorale, j'ai fait des tas de reportages pour la télé, donc j'étais un peu par bons et par beaux. Et puis je suis Marseillais. Et c'est vrai, en tant que Marseillais, je suis très attaché à la culture, disons là. Culturellement, il y a des problèmes à Marseille, on le sait très bien. Il n'y a pas beaucoup de librairies. Et puis, les cinémas, pour voir des films en version originale, il faut se lever tôt le matin. Il faut plutôt aller à Cavaillon ou à Aix-en-Provence. Et donc, moi, je trouve que c'est important, quand on a une position, quand on peut aider, d'aider la culture à Marseille et d'aider ce théâtre où je ne suis jamais venu alors que j'étais dans d'autres théâtres ici à Marseille. Et parce que j'ai une façon de me protéger, de ne pas sortir, de faire très peu de choses, parce que j'ai toujours peur d'être alpagué. Voilà. J'aime beaucoup cette ville, mais parfois quand elle vous aime, disons, elle peut être un petit peu prégnante, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, mais voilà, je suis très heureux ici et je suis heureux d'aider ce théâtre parce que il doit vivre et il est important pour la ville. Moi, je peux confirmer parce qu'il est très amoureux de cette ville. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui défende mieux cette ville, même avec la mauvaise foi, parce que France, c'est la mauvaise foi. Quand il aime à 100%. Quand il n'aime pas, il déteste à 100%. Et quand il défend Marseille, c'est à 100%. C'est un homme en noir et blanc en France. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et c'est plutôt moi l'homme de nuances. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais j'accepte les nuances. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est vrai, dans le débat, quand je veux le clore, j'ai tendance un peu à exagérer, à caricaturer. Et j'adore, parce que ça, c'est un jeu de... Enfin, j'ai appris ça dans les débats télé. C'est-à-dire, j'adore caricaturer la pensée de l'adversaire, parce qu'en général, il est décomposé, il ne sait plus quoi dire, et en général, voilà, il baisse les armes. Et ça, c'est vrai que c'est toujours drôle de le faire comme ça. Et alors, quand vous débattez avec Michel Onfray, vous prenez une certaine distance, justement, pour... Mais non, parce que lui, comme moi... Dans le respect, non, parce qu'on n'est pas comme ça. Mais non, parce que de temps en temps, on se chauffe, ça part dans tous les sens, on s'énerve. Mais c'est pas plus grave que ça, parce que de toute façon, après, vous savez, c'est ce qu'on reprochait souvent en politique. C'est-à-dire, après, on va boire un coup ensemble, on va bouffer ensemble, on s'adore, et puis voilà, puis ça change rien. Aucun débat n'a rien changé dans nos relations, même quand parfois il y a pu y avoir des moments où voilà, ça montait un peu, ce qui est normal, et c'est bien. Et puis, voilà. Alors quand même, il faut débattre, c'est-à-dire que voilà, je pense que nous, c'est un exemple, c'est-à-dire on débat, on n'est pas d'accord sur plein de choses, on débat et on s'adore. Voilà, je crois que c'est ça, on se respecte. Enfin, moi, c'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration pour Michel, pour son travail. Enfin, je suis toujours bluffé par ses bouquins. Je ne sais pas comment il fait, parce qu'il disait que je bossais, mais enfin, lui, c'est complètement des livres de qualité après livres de qualité. Et donc, pour répondre à la question de ce soir, alors, peut-on débattre encore aujourd'hui en France? Nous deux, on peut. Oui. Les autres, je ne sais pas. Non, je ne crois pas. D'abord, il y a eu une grande tradition du débat courtois en France, avant la Révolution française. On pouvait débattre. On pouvait se dire des choses. Alors, ça pouvait être vif. Hein. Rousseau et Voltaire, c'était sévère. Mais il y avait un respect des idées de l'autre. Et je pense qu'après la Révolution française, surtout 1793, l'argument, c'est devenu la guillotine. Et puis, alors, évidemment, aujourd'hui, on a une guillotine particulière qui est l'anonymat d'Internet, où on insulte tout le monde, quoi. Les médias aujourd'hui sont possédés par des gens qui ont de l'argent, donc il faut qu'il y ait de l'audience. Il faut de l'audience, il ne faut pas de l'intelligence, il ne faut pas du débat, il ne faut pas de la réflexion, il faut qu'il y ait du grabuge, il faut que ça saigne, il faut que ça s'agresse. Donc effectivement, il y a plein de choses qui expliquent que le débat n'est plus possible ou n'est plus pensable. Mais si on est entre gens de bonne compagnie, de bonne intelligence, qui ont décidé qu'il fallait écouter l'autre dans ce qu'il a à dire, répondre à ce qu'il dit pour débattre, oui, le débat est possible. Mais il y a des lieux où ça n'est plus possible, où ça n'est plus pensable. Télévision, radio, presse, etc., ça devient vraiment très difficile. Et puis même à table, je pense, enfin, les repas dominicaux opposent beaucoup les gens. Quand il y a des élections présidentielles, il y a des sujets tabous. Le Pen, pas Le Pen, souverainiste, pas souverainiste. Enfin bon, il y a plein de sujets comme ça qui sont extrêmement clivants. Et les gens ne savent pas posément se dire, on n'est pas d'accord, et alors? On pourrait peut-être s'écouter, s'entendre, et puis essayer de rentrer
dans la tête de l'autre pour voir ce que sont ses arguments et puis opposer des arguments, pas des insultes, mais des arguments. Il faut respecter le lecteur. Moi, j'ai toujours été dans le respect, je dirais presque l'amour même du lecteur, qui doit trouver tout dans le journal, les opinions. Et d'ailleurs, dans Le Point, c'est vrai que c'est un journal où énormément de place a été donnée à des gens qui pensaient le contraire de ce que pouvait penser, disons, de ce qu'était la ligne éditoriale. Donc, et les lignes éditoriales, d'ailleurs, elles sont faites aussi pour être changées. D'ailleurs, moi, je suis vraiment pour je pense que le drame de la presse française, qui souffre peut-être un peu plus que les autres de la révolution numérique, c'est qu'elle est très rigide. Et au contraire, il faut l'ouvrir, le maximum. Et faire s'exprimer tout le monde. L'idée que machin truc n'a pas le droit de s'exprimer, c'est toujours quelque chose qui m'a rendu fou. C'est clair. Quand vous travaillez, par exemple, à la télé, c'est vrai qu'on vous donne souvent presque à la limite une liste de gens que vous n'avez pas le droit d'inviter. C'est grotesque. Et une liste noire. Toi aussi, t'es pareil. Inter. Toi, t'es pareil. C'est-à-dire, on est vraiment... moi, je trouve que tout le monde doit s'exprimer dès qu'il a quelque chose d'intéressant à raconter. Et en ce sens, France est vraiment un libéral, un vrai. C'est-à-dire à l'ancienne, sens 18e siècle du terme, c'est-à-dire il est pour l'extension des libertés, pas pour la restriction. C'est pour ça que, oui, c'est vrai, c'est assez vrai. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Infiniment. Merci. Merci.